Admirer la perfection de la nature. Tel est le fondement de la philosophie de Janine Benyus. La vie existe sur cette terre depuis 3,8 milliards d'années. Elle a eu le temps de s'y adapter au mieux, grâce à des technologies extrêmement sophistiquées. Chaque jour nous apporte de nouveaux enseignements. Apprendre de la nature, c'est ce que Janine Benyus appelle la biomimicrie ou biomimétisme, un terme dérivé du grec ancien qui signifie imitation de la vie. Appliqué aux technologies humaines, le biomimétisme devient la bionique. Le biomimétisme consiste à observer les inventions de la nature et à copier les modèles vivants les plus ingénieux. Cette nouvelle branche scientifique va révolutionner nos connaissances. La ville, principal milieu de vie de l'homme, est aujourd'hui bouleversée par les innovations technologiques liées à la communication et aux médias. L'activité économique exige des décisions rapides, à chaque minute ou presque. La régulation de la circulation dans les zones urbaines s'est complexifiée. À l'échelle planétaire, les risques environnementaux se multiplient. Et notre attention est sollicitée en permanence, jusqu'à l'excès. Nous sommes bombardés en permanence d'une multitude d'informations et de signaux. Ce qui compte, c'est de déterminer lesquels sont les plus importants. C'est ce qu'on appelle le rapport signal-bruit. Ce ratio mesure la qualité d'un signal transmis par rapport au bruit parasite environnant. Et voici un milieu où le vacarme ambiant est assourdissant. Les mammifères marins ont dû trouver une solution pour communiquer sur de grandes distances malgré ces conditions difficiles. Certains êtres vivants sont capables de filtrer le bruit ambiant. Ils possèdent des antennes extrêmement sensibles ou un sens de l'ouïe, du goût ou du toucher qui leur permet de sélectionner exactement les informations dont ils ont besoin. Nos technologies sont encore loin de permettre une transmission de données sans fil aussi fiable. Pourtant, nous en aurions bien besoin. Pour développer l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol marin, par exemple. Les technologies sans fil sont indispensables à la communication, mais aussi à l'activation des systèmes de sécurité sous-marins en cas d'incident. Pour l'instant, notre maîtrise de ces techniques est insuffisante. Et nous nous contentons d'accepter les dangers énormes qui en découlent, comme les risques de catastrophes pétrolières. Cette question est un vrai défi pour les bioniciens. La bionique consiste d'abord à comprendre l'ingéniosité de la nature et des solutions qu'elle a mises au point. Nous essayons de décrypter ces principes, de les transposer dans des applications techniques et d'étudier les méthodes de travail du vivant. Tremanta est un robot. Il a été conçu à Berlin. Il peut se déplacer dans l'eau, mais son téléguidage se fait par un câble, dans lequel il finit toujours par s'en mêler. Une solution sans fil serait vraiment bienvenue. Le problème en robotique sous-marine, c'est que nous voulons pouvoir piloter des appareils à grande distance sans risquer de les perdre. Il nous faut donc un système sûr de communication et de transmission des données, qui permettent aussi de recueillir des informations sur les fonds sous-marins. Les systèmes existants ne sont pas fiables.
Certains ne fonctionnent pas du tout dans des conditions acoustiques difficiles, par exemple en eau peu profonde ou sur de longues distances. Or, les dauphins, eux, peuvent communiquer dans ce type de situation. Leur secret, c'est qu'ils chantent. Nous sommes dans la mer Noire, à Sébastopol, en Ukraine. Les chercheurs berlinois ont réalisé ici des expériences avec des dauphins dressés. Les séances ont été filmées. Les signaux émis par le dauphin sont captés par des hydrophones, des micros spécialement conçus pour enregistrer sous l'eau. Leur fréquence est ensuite analysée. Résultat, la hauteur des sons varie fortement. En glissant d'une note à une autre, les dauphins produisent des sonorités très caractéristiques. Moyennant une puissance sonore limitée et donc une faible dépense d'énergie, les dauphins émettent ainsi des sons bien reconnaissables. Leurs congénères les identifient sans difficulté, malgré le bruit sous-marin, même à une profondeur de 6000 mètres. Pourtant, ces signaux sont si ténus que pour l'oreille humaine et les instruments de mesure, ils disparaissent dans le vacarme ambiant. Les ingénieurs se sont inspirés de ce principe. Ceci est un modem, c'est-à-dire un appareil qui contient à la fois un émetteur et un récepteur. Et il parle la langue des dauphins en quelque sorte. Tellement bien d'ailleurs que ça attire les dauphins. Ils nagent vers nous et essaient de communiquer avec nos modems. Ça pose problème parce que la législation allemande nous oblige à couper tous nos appareils acoustiques à proximité des mammifères marins. Bien sûr, l'objectif n'est pas de discuter avec les dauphins, mais de transmettre des données et de s'orienter sous l'eau. Les scientifiques comptent perfectionner encore leur invention. Pas question en effet que cette nouvelle technologie perturbe les mammifères marins, comme c'est le cas des techniques existantes. Les sous-marins militaires naviguent en effet grâce à des émetteurs acoustiques particulièrement puissants, des sonars à basse fréquence. Ils sondent ainsi les océans et repèrent les sous-marins ennemis. Mais leurs émissions sont bien supérieures au seuil mortel pour les mammifères marins. Les conséquences sont dramatiques. Des baleines et des dauphins échouent régulièrement sur les plages. Il semble que les sonars militaires déchirent leurs tympans ou les perturbent suffisamment pour leur faire perdre le sens de l'orientation. Si l'homme réussit à adapter la langue des dauphins pour ses communications sous l'eau, les mammifères marins en bénéficieront aussi. Ce petit robot utilise déjà cette technologie. Mais pour localiser des objets sous l'eau. Il y a des possibilités d'application au Vietnam, où il reste dans de nombreuses régions des munitions datant de la guerre. Ces zones où le pays souhaite maintenant développer le tourisme doivent bien sûr être nettoyées. Il y a aussi des applications possibles dans l'inspection des oléoducs. On pourrait aussi actionner à distance des valves pour l'exploitation pétrolière sous-marine entre 1000 et 6000 mètres de profondeur. Ou encore enclencher des systèmes, les stopper et contrôler ainsi les paramètres d'exploitation, mais aussi récupérer les données à la surface pour les transmettre par Internet. Le modem inspiré des dauphins pourrait donc régler de multiples problèmes et nous permettre de découvrir un monde que nous connaissons mal, les fonds sous-marins.
D'autres êtres vivants peuplant les profondeurs peuvent d'ailleurs nous inspirer. Comme celui-ci. Les homards ont un talent extraordinaire pour détecter les petites molécules de nourriture, par l'odorat ou le goût. Ils cherchent infatigablement à localiser la source de nourriture. On essaie de reproduire leur appareil sensoriel, en vue par exemple de repérer l'origine d'un nuage de toxines. Ce serait fantastique de mettre au point un appareil capable de localiser rapidement une fuite dans un oléoduc sous-marin. Ce robot, imaginé par l'Institut de recherche allemand pour l'intelligence artificielle, doit justement permettre d'inspecter les conduites sous l'eau. C'est bien le principe du biomimétisme. Interroger la nature pour relever les défis de l'industrie moderne. Et ce ne sont pas les solutions qui manquent. Je crois que l'ère de la bionique commence à peine. Nous espérons découvrir de nouveaux phénomènes naturels encore inconnus, au niveau micro et nano, que nous pourrons ensuite incorporer à nos technologies. Les insectes constituent une source d'inspiration particulièrement riche. Leurs antennes qui mesurent précisément la chaleur, les odeurs ou encore les différences de pression sont des modèles idéaux pour des mécanismes d'alarme ultrasensibles. Nous partons pour les forêts du Montana aux États-Unis. Janine Benyus vit dans cette région montagneuse qui subit régulièrement des feux de forêt. Un domaine de recherche privilégié pour cette écologue, ambassadrice passionnée de la bionique. Certains coléoptères de la famille des buprestes ne pondent leurs œufs que sur des troncs d'arbres récemment calcinés. Parfois, un incendie éclate à des kilomètres de l'endroit où ils se trouvent. Mais ils sont capables de détecter un feu de forêt à 50 kilomètres de distance. La plupart des êtres vivants prennent la fuite dans ce genre de situation. Il en va de leur survie. Mais ces buprestes, grâce à leur odorat très développé, repèrent immédiatement l'incendie et rejoignent en un temps record les troncs d'arbres encore fumants. Sur cette végétation rendue stérile par le feu, les œufs du coléoptère sont à l'abri des prédateurs. Leurs larves se nourriront ensuite de bois calciné, débarrassés de toutes ces substances toxiques grâce au feu. L'espèce Melanophila acuminata est ainsi dotée de deux instruments de mesure astucieux, un détecteur de fumée et un capteur de rayonnement infrarouge. À l'université de Bonn, on étudie le système sensoriel de l'insecte. Ilka Kurek remplit une seringue de fumée. En combien de temps les coléoptères vont-ils détecter la fumée ? Les voilà. Ils sortent une seconde après la diffusion de la fumée. Ils courent dans tous les sens et certains essaient de s'envoler. Dans leur milieu naturel, ils tenteraient de localiser l'incendie et de s'en approcher. Il suffit de quelques molécules dans l'air.
L'homme est capable de repérer un barbecue à 50 mètres. Mais ce bupreste peut humer la fumée à plusieurs dizaines de kilomètres. Son odorat est environ 1 million de fois plus sensible que le nôtre. En outre, il sait différencier l'odeur d'un hêtre, d'un bouleau ou d'un simple pré en flamme. L'insecte peut ainsi déterminer si le feu est intéressant pour lui ou pas, c'est-à-dire s'il lui permettra ou non de déposer ses œufs. Le détecteur de fumée du coléoptère, le voici. Une petite antenne longue de 2 à 3 mm. Les antennes des insectes me fascinent. Malgré leur faible volume, de l'ordre du millimètre cube, elles peuvent identifier des substances que nous sommes incapables de repérer avec des appareils gros comme une voiture et extrêmement onéreux. C'est donc un tour de force de la nature qu'il serait très intéressant de reproduire. Pas à pas, les scientifiques cherchent la clé du mystère. Cette installation sophistiquée permet de mesurer les caractéristiques de l'antenne. Sa surface comporte de minuscules pores qui laissent entrer les odeurs. À l'intérieur, une molécule capte l'effluve et la transmet aux terminaisons nerveuses, qui émettent alors un signal. L'antenne est ainsi reliée à plusieurs milliers de terminaisons nerveuses qui correspondent à différentes odeurs et variations d'intensité. Sur la base de ce principe, les chercheurs ont mis au point une nouvelle technologie de mesure d'une précision inédite. À terme, nous voulons fabriquer des répliques de ces antennes d'insectes qui rempliront le même rôle que leur modèle, mais avec des composants techniques que nous sommes en mesure de fabriquer et d'entretenir. Il reste encore du chemin à parcourir. Grâce à ce coléoptère, nous disposerons peut-être un jour de capteurs de fumée et d'autres instruments de mesure capables de nous avertir du danger très tôt et à grande distance. L'insecte possède un autre organe sensoriel dont nous ne disposons pas, car il ne lui suffit pas de repérer la fumée pour trouver son chemin. Il perçoit aussi la chaleur grâce à une sorte de caméra infrarouge. Ce minuscule organe est également étudié à l'université de Bonn. Voici une variété australienne de bupreste. Son organe infrarouge est là. Ce sont ses structures en creux. Il peut en avoir jusqu'à 6. Le voici vu au microscope électronique. Chacun des creux sur l'abdomen regroupe entre 70 et 90 capteurs infrarouges. Pour un biologiste ou un zoologue comme moi, c'est fascinant de voir que ces capteurs infrarouges extrêmement complexes se sont développés d'une façon très simple en réalité. Ce sont des mécanorécepteurs qui ont la forme de petites soies, c'est-à-dire de poils. Or, on trouve des minuscules poils comme cela sur tous les insectes. Quand on les touche, quand un contact extérieur les recourbe, ils réagissent. Un mécanorécepteur qui se trouve à la base du poil signale ce contact. C'est tout bonnement fascinant. Et ça confirme bien l'idée selon laquelle la nature n'invente jamais rien de complètement nouveau. Elle reprend des structures préexistantes, parfois toutes simples, et elle les transforme très habilement pour créer quelque chose de différent. La nature est régie par un principe essentiel. La solution qui s'impose est toujours la plus évidente et celle qui utilise le moins de matière ou d'énergie. Dans le cas des capteurs infrarouges des insectes, cela signifie que les cellules pileuses ont été détournées de leur fonction d'origine. Un processus d'optimisation imposé par l'évolution qui fournit une solution quasi parfaite. De minuscules alvéoles remplis de liquide se trouvent à la base des poils. Lorsqu'un rayonnement infrarouge chauffe le liquide,
Cela entraîne sa dilatation jusqu'à ce qu'il touche une terminaison nerveuse qui se trouve dans la racine du poil. Ça fonctionne comme un système de freinage hydraulique sur une voiture. C'est une transmission de force très rapide par voie hydraulique. La pointe du mécanorécepteur se trouve déformée, comprimée, et l'insecte s'en aperçoit tout de suite. Fort de ces observations, Helmut Schmitz s'est mis à la recherche d'ingénieurs capables de concevoir un capteur artificiel sur le même principe. Il s'est adressé à l'Institut de recherche César à Bonn, un laboratoire spécialisé dans le développement de microtechnologies. Quand Helmut Schmitz nous a présenté son idée, on s'est dit « c'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Un capteur infrarouge de quelques micromètres avec une telle sensibilité, ça n'existait pas et ça paraissait inimaginable. » Pourtant, l'objet existe désormais, et il est bien plus petit que les autres capteurs infrarouges. Les ingénieurs veulent maintenant le simplifier afin qu'il soit peu onéreux à fabriquer. Une façon de suivre le principe d'économie de la nature. Les buprestidés ne sont qu'un exemple parmi d'autres. La métrologie, ou science des mesures, a beaucoup à apprendre des insectes. Mais maintenant que les chercheurs ont percé le secret de ces coléoptères, c'est au tour des concepteurs de produits de mettre au point des applications concrètes. À Missoula, dans le Montana, Janine Benyus a créé une fondation pour diffuser les idées inspirées par la nature. Ces thèses, elle les a mises en forme dès 1997, dans un livre qui est devenu un best-seller. Elle y formulait déjà les idées centrales du biomimétisme. On commence par observer un phénomène biologique et par l'analyser. Qu'est-ce qu'on voit? Quel est le principe fondamental derrière ce qu'on voit? Quelle est la logique générale? Et ensuite, on reproduit ce principe. L'observation et l'analyse de ce modèle biologique épargnent aux ingénieurs des dizaines d'années de recherche. Le biomimétisme aide les ingénieurs, les concepteurs et les architectes à aller de l'avant, à imaginer des solutions élégantes auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé tout seuls. Elle diffuse cette thèse en donnant des conférences dans le monde entier, comme ici aux Pays-Bas. Lors de ce congrès, vous allez découvrir une multitude d'idées passionnantes. On croise ici des concepteurs de produits, mais aussi des personnalités politiques comme Christine Law, célèbre militante des droits civiques et de la protection de l'environnement venue de Hong Kong. Chaque intervention est comme un cours de rattrapage très utile pour moi. Je vais pouvoir partager ces informations avec mes concitoyens à mon retour. Le message est clair. Tous ceux qui modèlent notre monde doivent tenir compte des principes de la biologie très en amont du développement des produits. Les biologistes sont parmi nous. Généralement, on fait appel à eux pour réaliser une étude d'impact sur l'environnement. C'est très tardif. Conviez-les dès le départ du processus de conception et demandez-leur comment la nature résoudrait votre problème. Un exemple, la canne blanche des aveugles. Elle est suffisante dans la plupart des situations. Mais pas dans toutes. Où chercher des idées pour l'améliorer? Peut-être au Vietnam, dans la région du delta du fleuve Rouge. Cette grotte sombre est peuplée d'êtres vivants qui s'accommodent très bien de l'obscurité et qui volent.
Les chauves-souris utilisent les ultrasons pour se repérer. Elles émettent des sons à haute fréquence, puis captent leur écho. Au moyen d'un filet tendu à l'entrée de la grotte, Rolf Müller et son équipe de l'université de Shandong, en Chine, espèrent capturer les petits animaux farouches et alertes. De nuit, le succès est au rendez-vous. En veillant à ne pas blesser les chauves-souris, les chercheurs recensent les nombreuses variétés présentes. Les yeux des petits mammifères sont peu développés. En revanche, leur larynx est atypique et leurs oreilles très grandes. Comme les organes du bupreste, le mode d'audition des chauves-souris repose sur des sortes de poils, les cellules ciliées, des cellules sensorielles à l'intérieur de l'oreille qui perçoivent les ultrasons. Ce système complexe a déjà inspiré la technologie à de nombreux égards. Certains systèmes d'aide à l'orientation utilisent ainsi les ultrasons. Peter Eisenach, berlinois, est aveugle depuis près de 20 ans. Il va tester l'un de ces appareils. D'habitude, il se déplace uniquement à l'aide de sa canne. Aujourd'hui, il va tester en plus un appareil à ultrasons. Au premier obstacle, nous allons voir si ce dernier est performant. On apprend à se déplacer avec la canne en lui faisant faire un mouvement de balancier. Normalement, on ne peut pas louper un poteau comme ça. Mais il arrive qu'on soit distrait ou qu'on fasse une fausse manœuvre. Et du coup, on n'arrive pas à l'éviter. Dans ce cas, soit on fonce dedans et on se cogne le genou, soit on s'érafle sur le côté. Premier test avec l'appareil à ultrasons. Le résultat est concluant. Et ce n'est pas la seule situation dans laquelle la canne blanche est insuffisante. La canne balaie une zone assez basse, le sol, les genoux, jusqu'à la hauteur de ce poteau peut-être, mais rien au niveau du thorax ou de la tête. D'où l'utilité de l'émetteur à ultrasons. Cependant, il est un peu trop efficace et signale tous les arbres à proximité, même quand il ne présente aucun danger. C'est un bon complément de la canne blanche. Il faudrait juste améliorer les possibilités de réglage pour la portée de l'appareil. Et le rayon de détection est vraiment trop large. Il pourrait être réduit. Autre problème. De plus en plus de véhicules sont équipés de régulateurs de distance et de radars de recul, qui font également appel aux ultrasons. Et là, l'appareil de Peter Eisenach s'affole. Moralité, il n'est pas toujours facile de copier les techniques de la nature, surtout lorsqu'on ne reproduit pas un système dans son intégralité, mais seulement une de ses composantes. Peut-être que les ingénieurs ont tendance à aller un peu vite en besogne. Le système de radar des chauves-souris est d'une grande complexité. Leur ouïe est très développée, puisqu'elle remplace leurs yeux, pour ainsi dire. Alors pourquoi ne pas reproduire ce système dans son ensemble ? Pour être à la hauteur des enjeux contemporains et produire des effets bénéfiques, la bionique et le biomimétisme doivent partir d'une compréhension globale de la nature et la transposer dans une démarche d'ensemble. Ce robot chauve-souris a permis d'obtenir des résultats intéressants. Herbert Peremans, chercheur à Anvers, veut comprendre le système sensoriel des chauves-souris dans sa totalité. L'élément de base, en fait, c'est l'émetteur, la gueule de la chauve-souris. Et on a aussi deux oreilles qui servent de récepteurs dans notre système. Un son est émis, l'onde est renvoyée par les différents objets alentours, et leur écho est perçu à son tour par les oreilles. À partir de là, on essaie de cartographier l'environnement. Le chercheur a conçu plusieurs pavillons d'oreilles en plastique pour comparer leurs caractéristiques. Il place devant le robot des objets tels qu'un ballon ou un tube en carton.
Chacun renvoie un écho différent, mais l'image acoustique qui en résulte est difficile à interpréter pour l'œil humain. Toute la difficulté est de changer notre façon de penser, de ne plus nous demander comment nous nous représentons notre environnement, mais comment un sonar perçoit ce qui l'entoure, ce qui est complètement différent. Certains objets reflètent bien la lumière et sont très faciles à percevoir pour nous. Pourtant, ils peuvent être complètement invisibles d'un point de vue acoustique, complexes à percevoir. L'inverse est vrai aussi. Il faut apprendre une nouvelle façon d'appréhender le monde qui nous entoure si l'on veut utiliser intelligemment ce système pour résoudre certains problèmes. Malgré le chemin qui reste à parcourir, un vaste champ d'applications s'ouvre à nous grâce aux chauves-souris. Et pas seulement dans le domaine de l'aide aux non-voyants. En matière de mesure de la distance ou de la vitesse, par exemple, ou encore dans la conception d'appareils à ultrasons pour la médecine. Demain, il appartiendra aux concepteurs de produits d'inventer de nouvelles applications issues de ces découvertes. En matière de perception, le comportement de certains êtres vivants reste un mystère, même pour les experts les plus compétents. Ces créatures sont des échinodermes, un nom qui signifie peau épineuse. Ce sont des organismes mystérieux. J'ai l'impression de voir un extraterrestre qui a débarqué sur Terre et qui vient de sortir de son vaisseau spatial. Gordon Handler est biologiste au Musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Mais ses recherches se déroulent au Belize, au sud du Mexique. L'île de Caribo Cay, petit paradis encore préservé de la mer des Caraïbes, est à peine plus grande qu'un demi-terrain de football. Le seul bâtiment ici est une station de recherche du Smithsonian Institute. Le mystère que Gordon Handler a réussi à élucider se trouve sous l'eau. Nous sommes juste au-dessus de la barrière de corail du Belize, à l'extrémité du récif. On va plonger à cet endroit et examiner la paroi, puis la longer pour voir ce qu'on peut y découvrir comme animaux. Le scientifique est un spécialiste des échinodermes. Cette famille compte d'innombrables espèces, notamment les étoiles de mer. La plupart d'entre elles ont 5 bras, ce qui leur confère une grande agilité. Ce sont des organismes très simples, dénués de cerveau et d'organes sensoriels. Voici le chouchou de Gordon Handler, Ophiocoma venti. Une étoile de mer parmi les plus courantes de la zone Caraïbe. J'étais perplexe, car l'une de ces étoiles de mer semblait présenter 2 couleurs différentes. Je me suis même demandé s'il ne s'agissait pas de 2 espèces distinctes. Puis je l'ai placée dans un aquarium et je me suis rendu compte qu'elle était foncée dans la journée et rayée de couleurs sombres et pâles la nuit. La science connaît cet animal depuis plus de 2 siècles. Pourtant, personne ne s'était aperçu de cette bizarrerie. Pourquoi et surtout comment se produisent ces changements de couleur? Gordon Handler a étudié l'échinoderme de très près au microscope.
Un jour, j'ai utilisé un grossissement très puissant pour observer un de ses bras. Je me suis rendu compte que la carapace qui protégeait le bras présentait de petites bosses transparentes. Ça faisait comme des lentilles de verre recouvrant le bras. Sous le microscope, on voyait même à travers ces lentilles, c'est-à-dire qu'on apercevait le squelette de l'étoile de mer. J'ai pensé que le tout devait faire partie d'un système photorécepteur et que ces lentilles étaient probablement associées à des organes sensibles à la lumière dans le squelette. C'était extraordinaire. On pensait que les étoiles de mer n'avaient pas d'yeux. Or, ce que je voyais ressemblait beaucoup à des yeux. Une étoile prétendument aveugle, qui est pourtant recouverte d'une multitude d'yeux, mais peut-elle vraiment voir? Johanna Eisenberg, spécialiste des matériaux optiques à l'université de Harvard, a étudié ces minuscules lentilles qui parsèment la peau de l'étoile de mer. D'un diamètre équivalent à un cheveu très fin, elles sont capables de focaliser la lumière avec une grande précision. Au niveau du foyer, la lumière est ainsi 20 fois plus concentrée qu'avec une lentille artificielle. Un avantage en cas de faible luminosité. Selon les chercheurs, ces yeux constituent peut-être un système optique très simple, inconnu à ce jour dans la nature. La peau extrêmement photosensible pourrait permettre de repérer les prédateurs lorsqu'il y a peu de lumière. Mais dans des conditions de luminosité normale, cet avantage devient un handicap dangereux. Les lentilles se transforment en loupe et provoquent un échauffement de la peau. Pour parer à cette éventualité, ces étoiles de mer disposent aussi d'un système de protection solaire. Quand la luminosité est trop forte, la petite cavité entourant chaque lentille diffuse un liquide sombre qui produit le même effet que des lunettes de soleil. Ce principe a d'ores et déjà inspiré les ingénieurs pour concevoir des matériaux optiques de nouvelle génération. Johanna Eisenberg a disposé une série de lentilles sur une plaque et peut, à l'aide d'une simple molette, déclencher l'apparition de différents liquides pigmentés. On peut utiliser par exemple des liquides qui ne sont transparents qu'à certaines longueurs d'onde et faire en sorte que la lentille ne laisse passer que le spectre bleu ou rouge. On peut choisir la longueur d'onde que l'on veut, alors que l'œil humain ne peut pas faire ça. On peut aussi définir les propriétés d'un liquide afin qu'une même lentille focalise la lumière à différents niveaux. On peut alors ajuster la direction du rayon lumineux. Ça ouvre de nouvelles perspectives en matière d'ingénierie. Ça veut dire qu'on aurait la possibilité de régler très finement les appareils optiques. Pour les techniques d'éclairage, les écrans ou encore les guides d'ondes comme la fibre optique, c'est une petite révolution dont on imagine encore à peine les conséquences à venir. On dit parfois que le chaos règne dans la nature. En réalité, il faut observer son fonctionnement au plus près pour découvrir un sens dans ce désordre. Et s'apercevoir par exemple que beaucoup d'êtres vivants sont capables de fédérer leurs efforts spontanément. Pour cela, ils ont mis au point leur propre mode de communication. Nous utilisons des téléphones portables pour communiquer, mais eux utilisent des odeurs. Ils suivent des algorithmes très simples. Si je sens telle odeur quand je suis dans telle position et à tel endroit, je dois prendre tel objet et le transporter à l'extérieur du nid. Cette intelligence collective constitue le mode de fonctionnement des fourmis. Mais si leur aptitude innée au travail en équipe nous fascine, nous avons parfois du mal à comprendre le sens de leur comportement. Elles sont capables de trier les larves de leur couvain en formant des cercles concentriques selon le type de larve.
On aimerait comprendre comment elles font pour exploiter ce mécanisme dans la conception de robots. Les fourmis, filmées ici en laboratoire, transportent leurs œufs à l'intérieur du nid, puis les remportent à l'extérieur. D'autres insectes prennent le relais et le petit manège se poursuit. Ça nous paraît bizarre. Pourtant, il doit bien y avoir une raison à ce comportement. Les fourmis peuplent notre planète depuis des centaines de millions d'années, elles savent ce qu'elles font. Bien sûr, en les observant individuellement, on a du mal à comprendre. Mais elles s'emploient collectivement à résoudre un problème. Préparatifs en vue d'une expérience à l'université de Bristol. Dans cet espace octogonal, des robots vont trier des frisbees noirs et blancs. Un peu comme les fourmis trient leurs œufs. Ces robots se distinguent avant tout par leur simplicité. Ils se composent seulement de 2 cellules photovoltaïques, de câbles et de 2 petites jambes sur roues. Pas d'électronique embarquée ici. Et pourtant, il est capable de contourner un obstacle. Chaque cellule photovoltaïque est reliée à la jambe opposée. S'il perçoit de la lumière des 2 côtés, les 2 roues se déclenchent à la même vitesse. Mais si le côté gauche rencontre une zone d'ombre, la lumière sera plus intense du côté droit, ce qui va déclencher la roue gauche et éloigner le robot de la planche. Tant qu'il est face au soleil, le système peut donc contourner les obstacles sans avoir besoin d'un cerveau. C'est très intéressant pour nous. Nous voulons savoir à quel point on peut être utile tout en étant bête. À cet égard, les robots fourmis sont idéaux, puisqu'ils ne savent pratiquement rien faire. Place à la séance de tri. Nous avons ici une série de robots qui peuvent appliquer 4 règles très simples. Au final, ils sont capables de trier les frisbees blancs et noirs. Mais ils ne sont pas équipés de caméras et ne peuvent pas communiquer entre eux. La première règle, c'est « tant que tu ne rencontres pas d'obstacle, tu continues à avancer ». Règle numéro 2, si tu te cognes à un obstacle important comme un mur, tu changes de direction. Ensuite, si tu transportes un disque noir et que tu tombes sur un autre frisbee, quelle que soit sa couleur, tu recules un peu, tu laisses tomber ce que tu portes. Et enfin, si tu transportes un frisbee blanc et que tu tombes sur un autre frisbee, tu le lâches tout de suite. Au bout de plusieurs heures, un tas de frisbees blancs commence effectivement à se former. Inconvénient de ces règles très élémentaires, le processus est long. En revanche, c'est un système robuste. Même si un robot reste coincé, on arrive au même résultat. Il s'agit là d'un travail pionnier. Mais les applications se font encore attendre, même s'il y a des idées. On pourrait fabriquer de très petits robots. Bon, ça ressemble à de la science-fiction, il faut être prudent. On pourrait concevoir des robots miniatures qui se déplaceraient sur une surface peinte et qui pourraient y repérer les fissures. On peut imaginer ça pour la peinture d'un pont, par exemple. Les robots seraient intégrés à la peinture et pourraient signaler les endroits défectueux. C'est une idée. On pourrait même imaginer de placer ces robots à bord de véhicules qui seraient capables d'accélérer ou de ralentir sur l'autoroute sans entrer en collision. Il suffirait qu'ils détectent les autres voitures et les obstacles et ils pourraient adapter leur déplacement indéfiniment. Ces règles de comportement simples, inspirées de l'intelligence collective,
pourrait permettre de remédier à l'engorgement de certains itinéraires. Mais d'autres idées sont à l'étude en ce qui concerne l'organisation de la circulation ou la gestion de la capacité des routes. Car la circulation automobile ne cesse de se complexifier dans le monde entier. Pour gérer intelligemment cette pagaille, il faudrait une sorte de super cerveau. Ou alors, un coup de pouce de la nature. Voici un myxomycète, une espèce cousine des champignons. Il n'a ni système nerveux, ni cellules sensorielles, ni cerveau et est incapable de planifier quoi que ce soit. Pourtant, il pourrait régler nos problèmes de circulation. Le voici en quête de nourriture. Il établit une sorte de réseau entre les miettes semées sur cette surface. Des chercheurs ont fait une expérience. Ils ont déposé des flocons d'avoine sur une carte, puis ils ont posé un myxomycète sur la carte. Une carte miniature du Royaume-Uni dans une boîte de pétri. Le petit organisme est déposé à Londres. La masse s'est raffermie, puis s'est canalisée sur les itinéraires qui étaient les plus efficaces pour elle. Le myxomycète recouvre tout ce qu'il peut atteindre. Lorsqu'il a localisé la nourriture, il forme des segments pour répartir harmonieusement tous les éléments nutritifs dans son organisme. Au bout d'un moment, il avait pratiquement recréé le réseau routier du Royaume-Uni. Les rares divergences s'expliquent par le relief, qui détourne parfois le tracé des routes, tandis que la boîte de pétri est plate. À un endroit toutefois, la différence est plus marquée, et le myxomycète propose une amélioration. L'axe principal menant en Écosse pourrait passer par Newcastle plutôt que par la côte ouest. Un jour peut-être, les autorités britanniques envisageront un nouveau tracé plus rapide. En attendant, des informaticiens ont transposé dans un logiciel le comportement du myxomycète. Ce dernier ne sélectionne pas automatiquement le chemin le plus court, mais plutôt le plus économique pour lui. Ce logiciel permet de simuler des situations sans avoir besoin de faire pousser des myxomycètes en laboratoire. À droite, voici l'original en accéléré et à gauche, la modélisation. À titre de simulation, les chercheurs ont par exemple suspendu l'accès à l'agglomération de Leeds. En s'appuyant sur ce type de modèle, par exemple avant de planifier des travaux, les gestionnaires de la circulation pourraient faire émerger l'itinéraire le plus économique. Mais là encore, l'idée est trop nouvelle pour être appliquée largement. Le principe de base est d'éviter les endroits où il n'y a pas de nourriture et de se concentrer sur ceux où il y en a. Cet algorithme, cette formule mathématique, pourra être utilisé à l'avenir par les ingénieurs routiers. Et ils n'auront plus besoin de faire appel à de vrais myxomycètes. C'est ça le biomimétisme. On observe le fonctionnement d'un organisme, on en déduit un principe, un algorithme, et c'est ça qu'on applique ensuite. Le logiciel inspiré du myxomycète peut bien sûr fonctionner aussi en Italie ou aux États-Unis. Et il permet bien sûr d'optimiser d'autres types de réseaux, ferroviaires par exemple. Voici une carte des villes qui entourent Tokyo. On a déposé des flocons d'avoine sur chacune d'entre elles et observé le déplacement du myxomycète. Ces exemples éloquents suscitent un vif intérêt dans les conférences que donne Janine Benyus. Dans le public, de jeunes responsables politiques, des architectes, des concepteurs de produits. Ils repartiront avec de nouvelles approches et de nouvelles perspectives pour leurs travaux, comme ce spécialiste allemand de l'aménagement du territoire. À quoi pourrait ressembler une région si on s'inspirait de la nature? Comment s'y prendrait la nature pour développer le territoire? Quelles seraient les liaisons qu'elle privilégierait? La ville est devenue notre principal milieu de vie. Nous y souffrons du trop-plein de sollicitations, du chaos routier, et souvent nous en avons plus qu'assez.
Mais ce n'est pas une fatalité. Cette intelligence qui vient de la base, ces règles simples qui débouchent sur des actions complexes, nous pourrions les exploiter dans tout ce que nous faisons. De l'informatique à la gestion du trafic routier, maritime ou aérien, en passant par des solutions pour éviter les embouteillages au quotidien. Tout d'un coup, la perspective d'une ville intelligente semble à portée de main. La recherche a déjà fourni le travail préliminaire. Il ne reste plus aux spécialistes qu'à appliquer judicieusement au monde d'aujourd'hui les idées que nous offre la nature. L'humanité est en train de devenir une espèce qui a des antennes et des écrans partout. Et ça ne fait que commencer. Face à cette tendance, nous allons avoir besoin de méthodes simples pour interpréter ces flux d'informations. Et la nature peut nous y aider. Il suffit de faire l'effort de la comprendre. La semaine prochaine, 4e et dernier volet de cette série sur le biomimétisme. Et dans un instant, Pollution, le casse-tête chinois, 2 documentaires alarmants sur le plus grand défi qui attend la Chine, concilier boom économique et préservation de l'environnement.